Bon, je reviens à nos humanistes qui sont autour de la table, Rachida Azdouz, Éric Pinault, André Champagne. Et puis, André, je pense qu'on va partir de vous, parce que c'est ce qu'on n'a pas fait du tout encore, je trouve, c'est repartir des origines, d'où est venue à l'homme cette idée de la laïcité, cette idée que ça pouvait être finalement devenir une valeur dans une société. C'est à la fin du Moyen-Âge en Europe, quand les monarchies se sont de plus en plus affirmées et que les rois, notamment le roi de France, le roi d'Angleterre, ont commencé à contester l'autorité du Vatican, l'autorité du pape, qui, au lendemain de la fin de l'Empire romain, donc dès le 4e, 5e siècle, il y a eu une volonté de l'Église d'imposer un imperium romanum, c'est-à-dire de remplacer l'Empire romain par un empire chrétien dont le centre serait Rome. Et puis cette tentative-là s'est poursuivie au fil des siècles. Et puis avec l'affirmation des États nationaux, donc à la fin du Moyen Âge, l'affrontement qui devait avoir lieu a lieu. Donc les rois, notamment les rois de France, commencent à contester l'autorité du pape. Et puis aussi, ce qu'il faut voir également dans ce conflit qu'il y aura à propos de la laïcité au fil des siècles, notamment je pense au XVIIe siècle avec la révolution scientifique, on commence à contester le principe d'autorité sur lequel s'appuie l'Église. Et ce principe-là sera repris par les penseurs des Lumières qui, eux, vont l'élargir aux politiques et ils vont dire tout simplement, il y a Voltaire qui dira à Louis XV et puis à Louis XVI, alors vous prétendez que votre pouvoir vient de Dieu, dites-nous comment Dieu vous transmet le pouvoir. et là, fax, texto. Exactement. Alors ils sont incapables de répondre, on s'en doute. Et avec la Révolution française, il y a vraiment, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il y a notamment l'article 10 que je vais vous lire. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Mais ce qu'il faut voir là dans cette bataille pour la laïcité en France, c'est il faut avoir l'aspect sociologique, l'aspect économique. C'est que l'Église avait toujours été le soutien du pouvoir, avait toujours été le soutien des élites. Conséquemment, ces révolutionnaires qui ont instauré la République avaient une espèce de vengeance à prendre contre l'Église, d'où justement cette emphase mise sur la laïcité. Et étant donné qu'il y aura la restauration de la monarchie en 1815, retour en force de l'Église catholique, quand la République triomphe définitivement en 1870, là, il y a une espèce de vengeance que les politiciens, surtout les progressistes, prendront, et ce qui va amener justement toute cette série de lois qui seront instaurées entre 1880 et 1905. Ouais. Mais André, c'est fou à quel point les mots que vous avez employés pour dire l'élite, l'élite religieuse avait la mainmise sur le pouvoir, tenait les ficelles, était accoquiné, puis après, révolution, tout à fait. On pense à ce que Jean Bobéro vient d'évoquer, le crucifix mis à l'Assemblée nationale pendant la Grande Noirceur. En 1936, c'est quand Duplessis fait ça, c'est tout simplement pour symboliser l'alliance entre l'Union nationale et l'Église catholique du Québec, parce que Duplessis est parfaitement conscient que l'Église catholique est un appui inconditionnel, d'où son opposition à l'école, à l'enseignement laïque, et aux réformes. On va sûrement retourner dans le fil du temps tout à l'heure, mais justement, Rachida, il y a tellement de questions qu'on peut soulever, ne serait-ce qu'en prenant conscience d'un paradoxe comme celui du crucifix à l'Assemblée nationale. Quel est le besoin de ce mouvement si on n'est pas prêt à enlever le crucifix au-dessus de l'Assemblée nationale, entre autres? Moi, je pense qu'à très court terme, si on remonte aux vrais besoins, en 2007, quand la commission Taylor-Bouchard a été mise sur pied, le besoin, c'était d'encadrer les pratiques religieuses très orthodoxes, radicales, avec lesquelles les gestionnaires des institutions publiques ne savaient pas quoi faire. Et ça prenait des balises. Il y avait déjà des balises dans la jurisprudence, et Jean a tout à fait raison, puis nous sommes nombreux à l'avoir dit cette semaine. Les balises qui sont énoncées dans le document paru hier, à toute fin pratique, existent déjà dans la jurisprudence. Donc il est faux de dire que pour la première fois, il y a des balises, elles existaient déjà. Idem pour la définition des accommodements. Elle existait déjà, donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, le besoin, il était là. Encadrer les pratiques orthodoxes, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de pratiquants et de religieux, ça ne se voit même pas qu'ils sont croyants et pratiquants. Ils travaillent, ils exercent leurs fonctions en tout professionnalisme et en tout sens éthique. Donc le besoin, il est là. Là où il y a un problème, c'est que on avait besoin de baliser les pratiques orthodoxes, je dis bien pas toutes les pratiques religieuses, et là on se retrouve avec une charte des valeurs. Donc ce n'est pas une charte de la laïcité, c'est une charte des valeurs. On indique qu'il y aurait laïcité, mais on y soustrait automatiquement les catholiques.
le catholicisme et en traçant une ligne très disons à géométrie variable et un curseur qui bouge beaucoup entre le patrimonial et le religieux. Donc déjà on vient d'annuler et d'invalider l'idée de neutralité religieuse puisqu'on y soustrait le crucifix et le catholicisme. Et dans le document d'hier, on se met à établir une hiérarchie historique. Le droit de retrait serait permis à des institutions qui auraient un caractère historique. Donc on établit une hiérarchie. Donc on exclut le catholicisme de la laïcité, donc c'est la laïcité pour les autres, mais on établit une hiérarchie entre les groupes religieux. Il est évident que ceux qui sont ici depuis plus longtemps vont être avantagés par rapport aux autres. Donc on n'est plus du tout dans le champ de la laïcité et on n'est plus du tout dans le besoin original qui était de mieux baliser, de mieux encadrer les pratiques orthodoxes. Et je vais dire juste une chose, excusez-moi parce que c'est très important. Tout à l'heure, Guy Rochet disait les tribunaux ne reconnaissent pas les droits collectifs. C'est pas tout à fait exact parce que les tribunaux, oui, la Cour suprême du Canada a tendance à interpréter de manière très généreuse la liberté individuelle, mais dans les deux chartes, la québécoise et la canadienne, il est dit explicitement dans le préambule que les libertés et droits individuels s'exercent dans le respect du bien-être général et des droits d'autrui et de l'ordre public. Et ça veut dire que les tribunaux procèdent à un équilibrage entre le collectif et l'individuel. Donc il est inexact de dire que pour l'instant c'est pas le cas. Vous avez évoqué cette espèce de confusion qui naît du fait que c'est une charte des valeurs québécoises mais qui recourt beaucoup à l'idée de laïcité. En même temps, c'est pas pour rien parce que valeurs québécoises, vous savez, dans tout ce débat qui a suivi les accommodements raisonnables, il y a beaucoup de gens, puis à ce micro l'an dernier entre autres, quand on avait fait des états généraux sur l'immigration, beaucoup de gens sont venus dire mais si nos valeurs étaient plus clairement exprimées et vécues, ces problèmes-là n'existeraient tout simplement pas. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a voulu télescoper dans un même exercice les deux aspects-là. Je sais pas ce que le sociologue en pense. Mais le sociologue constate que ce n'est pas une charte de la laïcité, mais c'est la construction d'un nous. C'est exactement la tentative. Mais ça, beaucoup de gens disaient que c'était à faire. On nous propose un nous. C'est un nous très curieux. C'est un nous... en fait, c'est la figure du nous néoconservateur québécois. Rien à voir avec Harper. C'est spécial ce que vous dites, là. C'est un gouvernement qui est censé être progressiste et légèrement centre-gauche. Mais une vision de l'identité très néoconservatrice. C'est quoi être néo dans ce sens-là, le néoconservatisme? C'est-à-dire qu'on va définir l'identité en disant il y a un fond culturel à conserver absolument contre des forces de l'extérieur qui sont en train de le menacer. Deux forces importantes, le multiculturalisme nord-américain dans lequel on baigne, et donc nous on doit et deuxièmement les forces de l'histoire. C'est-à-dire que la société québécoise évolue, elle change, elle se transforme, elle se sécularise. Et qu'est-ce qu'on fait avec une identité qui était avant cette sécularisation? Alors là, le nous, il essaie de rassembler ces éléments dans une espèce de vision cohérente de c'est quoi être québécois. Une grande emphase sur la survivance culturelle. Hein, on est menacé de l'extérieur, notre identité est menacée et on doit trouver une façon de la reproduire dans un contexte où on baigne dans un univers nord-américain multiculturel. C'est pour ça que la croix tout à coup est érigée en symbole patrimonial, ce qui est quand même, quand on y pense, assez curieux parce que cette croix-là, qu'est-ce qu'elle venait faire? C'est Duplessis qui disait aux libéraux laïcistes qui luttaient contre le clergé depuis 1820, vous avez perdu, on a gagné. Et là, tout à coup, oups, ça devient l'élément central d'une charte de laïcité. Quand même curieux. Deuxième aspect important, le patriotisme occidental. On dit, les valeurs d'égalité, c'est pas des valeurs qui sont universelles, non, c'est les valeurs de l'Occident qui est sorti de la chrétienté en se sécularisant et on doit les protéger contre ceux qui ne viennent pas de l'Occident. Et ça, vous entendez ça beaucoup sur les tribunes actuellement. Il y a toute beaucoup de souverainistes qui défendent cette idée du patriotisme occidental. Ne soyons pas gênés de s'identifier, non pas à l'universel, mais à la spécificité de l'Occident. Ouais. Là-dessus, André Champagne, est-ce qu'on